Bonjour tout le monde, bienvenue, merci de m'accueillir. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'intelligence du mouvement. On pourrait dire un peu intelligence motionnelle, si on traduisait un peu grossièrement de l'anglais. Évidemment, motionnel n'a pas de sens en français, mais pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que vous aurez remarqué le petit jeu de mots avec l'intelligence émotionnelle, qui, elle, est une intelligence en fait, qui est clairement documentée et détaillée comme étant la capacité de percevoir, utiliser, gérer et manipuler les émotions. En fait, l'intelligence émotionnelle, si elle existait, elle n'est pas définie comme telle, en tout cas pas au sens de la théorie des intelligences multiples, mais si c'était le cas, on parlerait au final d'une capacité à percevoir, utiliser, encore une fois, gérer et manipuler le mouvement. En bref, d'utiliser les animations comme étant une façon de donner vie à votre produit. Alors vous allez dire, pourquoi ce mec vient présenter un truc produit, du design, alors que c'est une conférence tech? Juste pour un peu de légitimité, je suis Cyril Mottier, je suis CTO et CPO chez Gens de Confiance, un site de petites annonces accessibles sur recommandation. Si vous connaissez, très bien, si vous n'êtes pas encore inscrit, allez simplement sur gendsdeconfiance.com, faites-vous parrainer par 3 proches, devenez membre, et puis ensuite à vous votre prochain appartement ou votre prochaine babysitter. Et un petit peu de pub oblige, petite parenthèse obligatoire, nous développons et nous cherchons à grandir, et donc nous cherchons de nombreux talents, que ce soit côté produit ou côté engineering. Donc n'hésitez pas à postuler. Donc je reviens un petit peu à mon sujet, on va parler d'animation. Pourquoi c'est important pour moi, et même dans une conf tech? Parce qu'en fait, la plupart des projets technologiques, ils ont forcément un front-end à un moment, et qui dit front-end dit interaction avec un utilisateur. Donc même si, moi je suis ingénieur à la base, hein, j'ai une formation d'ingénieur, j'ai codé, j'ai beaucoup codé, je code toujours encore beaucoup, je trouve que, in fine, tout ce qu'on fait a un but, c'est de rendre un service à l'utilisateur, d'accord? Et donc aujourd'hui, on va parler d'une particularité, d'un petit slot, ou en tout cas d'une petite partie de ce que vous pouvez présenter aux utilisateurs, qui sont les animations. Alors les animations, quand on repart un petit peu dans l'histoire, je pense que les plus anciens d'entre vous diront, en fait, c'est pas nouveau. En effet, si on remonte vraiment très loin, on peut remonter en 1987, je ne sais pas s'il y en a qui étaient nés ici. Qu'est-ce que c'est 1987? C'est l'introduction, ou en tout cas la création du format qui est toujours connu aujourd'hui, qu'on utilise toujours encore, qui s'appelle GIF, et donc qui commençait à mettre un petit peu de mouvement dans les interfaces. À l'époque, c'était vraiment dans un but d'attirer l'œil, d'être très accrocheur. Ensuite, il y a eu une autre phase, que vous vous rappelez peut-être, qui s'appelait Flash, qui a vraiment remonté la barre, mais qui était encore un peu élitiste et un peu trop restreint sur un certain contexte. En fait, selon moi, peut-être parce que c'est ma génération, ce qui a vraiment tout changé, c'est l'introduction de l'iPhone, du coup en 2007, qui a révolutionné complètement l'usage des animations, et notamment de ce qu'on appelle l'interaction design. Pourquoi? Parce que l'iPhone a changé complètement le paradigme d'usage. On est passé d'une souris avec un pointeur sur lequel on clique à quelque chose où votre doigt devient cette souris. Et donc vous avez une distance qui est complètement restreinte, voire minimale, entre le terminal et l'utilisateur. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient encore, qui étaient déjà dans le domaine quand cette conférence, cette keynote a eu lieu, mais qui se rappelle, alors ça paraît naturel et ça paraît évident aujourd'hui, mais à l'époque, ces listes qu'on glisse avec un doigt et qui rebondissent quand elles arrivent en bordure de contenu, c'était juste incroyable, c'était complètement nouveau, complètement novateur, c'est complètement naturel aujourd'hui, mais à l'époque, c'était juste une révolution. De la même façon, moi, il y avait quelque chose que j'adorais, c'était quand on allait dans l'application Maps, qu'on cherchait options, et que ça relevait, en fait, avec un petit effet de page qui se retourne pour trouver ou montrer, en fait, les options de l'application Maps, quoi. Donc ça, c'est un peu l'histoire. Maintenant, la question à se poser, c'est pourquoi? Pourquoi les animations sont si importantes? En fait, quand on regarde le processus de design, la plupart des designers vont se concentrer sur la typographie, la couleur, le wording, l'iconographie, les espacements. Mais en fait, tout ça, ça marche, mais on est en train de passer à côté de quelque chose. On est en train de créer quelque chose de statique en laissant complètement de côté une notion qui est vitale au final et qui est complètement dans notre quotidien. Quand je bouge mes mains comme ça, les choses ne sont pas statiques, on bouge. Eh bien, c'est l'aspect mouvement, c'est l'aspect dynamique. Et c'est vraiment toute la différence entre ce qu'on appelle un design system et un animation system. Normalement, quand vous faites un produit, vous devez bien penser les deux. Le design system est forcément statique et l'animation system amène du mouvement, amène de la vie dans votre produit. Alors pour bien illustrer cela, je vous propose de regarder ces deux boutons.
tout ce qu'il y a de plus classique, hein, c'est 2 boutons identiques, le genre de bouton qu'on trouve à peu près partout sur Internet, au final qui est assez fade, en tout cas selon moi, et qui véhicule pas grand-chose. Hein. Quand on regarde, pour être honnête, moi je trouve que ça véhicule aucune émotion, aucune personnalité, bref, aucun message, quoi. Et pourtant, si on commence à les animer, eh ben, ils racontent une histoire. Ça change complètement. Là, on est en train d'être dans 2 univers complètement différents, alors que statiquement, ces 2 boutons étaient les mêmes. D'accord ? Et ils apportent un narratif, une personnalité, quoi. Si on se concentre, par exemple, sur le bouton de gauche, on a un message qui est très amical, très rond, très gluant, très ludique, qui pourrait être parfait dans un contexte de jeu vidéo, par exemple, ou dans un contexte un peu d'application ludique, quoi. À l'inverse, à droite, si on regarde un peu plus cette animation, on se rend compte qu'elle est beaucoup plus subtile. On est juste sur une transition de noir à vert avec un léger effet de zoom, donc vraiment quelque chose de très subtil et qui aurait plutôt un contexte, enfin, qui s'adapterait plutôt à un contexte plus rigide, plus corporate, d'accord ? Et au final, quand on regarde également ces 2 animations, il y en a une qui a une durée de vie qui est potentiellement un peu plus courte, celle qui est ludique, et celle qui a une durée de vie potentiellement un peu plus longue, c'est celle de droite, du coup, qui est juste une transition, parce qu'elle attaque moins l'œil, elle est moins immersive, mais elle est aussi beaucoup moins attaquante. Donc vous le voyez en fait par cette simple présentation, cette simple introduction, que les animations, elles véhiculent du sens et de la clarté, et qu'elles apportent vraiment quelque chose de novateur et qu'elles mettent votre produit en mouvement et en vie. Et aujourd'hui, en fait, on va parler, pendant ce quickie, des cinq grands groupes, en fait, les 5 grands groupes, ou en tout cas les 5 grands avantages que les animations peuvent apporter à votre produit, et pourquoi il faut toujours les garder en tête lorsque vous développez votre produit. Ces 5 grands groupes, je vais les exposer aujourd'hui, les lister tout de suite, là. C'est la hiérarchie de l'information, l'expression de la marque, le retour visuel, l'éducation de l'utilisateur, et enfin, l'immersion. Et je vous propose de reprendre ces 5 groupes ensemble avec des bons exemples, ce qui va vous permettre un petit peu de mieux vous projeter. Alors, on va commencer par ce qu'on appelle la hiérarchie de l'information. Vous verrez, enfin, je pense que vous avez remarqué, tous mes slides sont en anglais, mais rassurez-vous, je parle en français et j'essaierai de trouver toujours le terme français quand c'est possible pour décrire cette notion. La hiérarchie de l'information, c'est quelque chose qui est bien connu en product design. En fait, ça consiste tout simplement à, comme son nom l'indique, à hiérarchiser l'information comme étant comme dans des groupes qui sont soit primaires, secondaires, tertiaires, et donc du coup d'avoir vraiment une hiérarchie de l'information et de ne pas avoir tout au niveau 0 et donc de perdre l'utilisateur dans un flot d'informations qui soit trop important. Et en fait, les animations, dans ce contexte-là, elles apportent une explication sur les changements d'état, d'accord, sur les transitions, comment se passent les changements d'état. Elles établissent un modèle spatial, donc un modèle mental, qui peut être très utile pour exposer les paradigmes de navigation. Elle clarifie également la navigation et la hiérarchie en montrant comment les éléments sont liés ensemble. Ce que je vous propose de regarder, c'est par exemple cette application qui est l'application Finance de Yahoo. Ici, qui expose une navigation qu'on appelle horizontale, c'est-à-dire la transition entre informations similaires. Si on regarde bien, en fait, c'est les mêmes informations affichées de la même façon, mais dans des marchés différents, soit l'Europe, soit les US, soit l'Asie. Et donc ça, c'est simplement cette petite animation avec cette petite translation horizontale qui apporte cette notion à l'utilisateur qu'en fait, on est en train de regarder la même information. À l'inverse, quand on n'est pas en train d'afficher la même information, mais plutôt en train de descendre dans du contenu, et donc de descendre dans les niveaux d'information hierarchy, on va avoir ce qu'on appelle de la navigation verticale. D'accord ? Et cette transition ici, elle est beaucoup plus subtile. L'utilisateur, quand il clique en haut à droite, donc sur le bouton menu, vous voyez une petite animation, elle est très subtile. Normalement, je vais juste revérifier que ça soit assez fluide là-haut. Pour bien voir cette anime, vous voyez vraiment tout, mais vous voyez qu'elle est en train de grossir légèrement. Donc c'est comme si le menu sortait tout simplement de là où vous avez cliqué, c'est-à-dire de l'icône menu. Et donc ça met forcément un lien et ça rattache forcément ce menu à sa source, son origine, d'accord ? Et donc ça donne un modèle mental à l'utilisateur pour bien comprendre que ce menu, il vient de ce bouton sur lequel vous avez cliqué et pas d'un autre. Un autre exemple qui est assez connu, c'est ce qu'on appelle le list détail ou l'information hiérarchie entre l'élément parent et l'élément enfant. Ici, on a une liste de VTT, de vélos, qu'on peut scroller de façon horizontale. Et lorsque l'on clique dessus, on a clairement une animation qui vient montrer qu'on est en train de regarder cet item particulier de la liste. Et c'est ce qu'on appelle généralement dans le domaine soit des Hero Image Transition ou des Shared Element Transition. Donc les animations dans le cadre de la navigation et du modèle spatial autour de la navigation sont super importantes.
Le deuxième aspect dont je parlais tout à l'heure, c'est ce que j'appelle l'expression de la marque. Généralement, la marque, on pense à un logo, on pense à un logotype, on pense à un nom, tout simplement. Mais il y a évidemment plein d'autres moyens d'exprimer la marque. Et notamment, c'est l'occasion, généralement, avec les animations, d'exprimer et de travailler sur l'expérience utilisateur avec un moment qui peut être ludique, un peu délectable ou d'enchantement, d'accord? Et tout particulièrement dans des situations qui sont frustrantes. Je pense à des cas, quand vous n'avez rien à afficher dans un écran, ce qu'on appelle les empty screens, c'est l'endroit parfait pour exprimer la marque. Pareil, lorsque vous avez une erreur, essayez de rattraper l'utilisateur, ou en tout cas adoucir cette frustration, parce que quand il y a une erreur d'un point de vue utilisateur, c'est très frustrant, adoucir cette frustration avec des error screens qui soient évidemment un bon moyen d'exprimer la marque. Ici, je vous ai donné quelques exemples. Donc à gauche, il y a des petites empty-screens ou error screens qui sont vraiment très très cool, mais c'est des animations qui ne sont pas continues. Particulièrement, moi, je suis vraiment très fan de celle de droite qui est en fait qui montre un exemple de continuité de l'animation en fait. Et on voit ici donc le bonhomme, quand on relance, il se remet à loader, il se remet à dribbler avec ces petits éléments jusqu'à ce qu'il y ait un état d'erreur qui est complètement continu. Vous allez voir quand l'erreur arrive, paf, il se prend un petit élément sur la tête, tout tombe et on peut relancer en tant qu'utilisateur. Ça, c'est vraiment un moment délectable. D'accord, cette application, l'objectif, c'est pas juste de faire du dribble ou du jonglage, et pourtant, juste voir cette petite animation me sort complètement de la frustration de l'erreur. Un autre élément qui est quand même assez connu, en tout cas et qui peut apporter une couche supplémentaire de personnalité et d'enchantement, c'est l'iconographie. L'iconographie, par définition, ça consiste à abstraire l'information à sa plus simple expression. Le mouvement ici vient en fait apporter une couche d'expressivité supplémentaire tout en conservant la simplicité visuelle qu'on attend d'une iconographie. D'accord ? Donc par exemple, si on regarde le pouce en haut à droite, quand vous allez le voir s'animer, en fait on est bien sur un j'aime et non pas sur un je fais du stop. D'accord ? Juste parce qu'on a cette petite animation qui fait yep, j'aime. Un autre exemple, par exemple, qui peut être vraiment très pratique, c'est d'utiliser les animations comme récompense, d'accord ? Là, on est dans un exemple de to-do list. Franchement, je ne sais pas vous, mais moi, personnellement, checker un item, c'est assez... en gros, on sait que derrière, check-off un item dans une to-do list, il y a du travail. Donc, avoir une petite récompense en tant qu'utilisateur, c'est toujours, franchement, assez gratifiant. Et donc, ici, on a un exemple qui est quand même assez sympa, où on a une liste de courses, et puis à chaque fois qu'on check un item, le panier se remplit avec les éléments qu'on est en train de rajouter. Et franchement, cette petite animation, elle vient apporter une envie presque d'aller chercher le pain, d'aller chercher le lait, d'aller chercher les légumes, quoi. Et elle favorise du coup le côté éducatif, ludique et le renforcement positif. Le troisième aspect dont j'ai parlé, c'est ce que j'appelle le retour visuel ou le statut, et le statut. En fait, le mouvement, comme je vous le disais, c'est une réplication du réel. C'est quelque chose que vous avez au quotidien, que vous voyez face à vous, qui vous paraît complètement naturel et probablement que vous ne vous rendez pas compte que c'est là, mais pourtant c'est là tout le temps. Alors, rien ne se déplace ou ne change de vitesse de façon discrète. C'est des principes de la physique assez classiques. Une voiture, elle ne passe pas de 0 à 100 instantanément. Et dans une interface, ça doit être la même chose. Et cette capacité à nous informer sur le statut d'un système est l'un des principaux usages aujourd'hui des animations dans le product design. Pour montrer un peu cet exemple-là, je vous ai proposé un écran qui est quand même assez classique, qui est le lock screen, que vous trouvez sur tous vos téléphones. Et moi, que je trouve un super exemple, en tout cas, d'interaction design, parce qu'il vient vraiment apporter toute cette notion où les animations viennent expliquer à l'utilisateur et donner du feedback à l'utilisateur pour comprendre ce qui est en train de se passer. Pourquoi je dis ça? En fait, il y a plusieurs aspects. Déjà, on peut regarder juste, à chaque fois que vous cliquez sur un chiffre, ici, vous avez des petits ripples qui sont en train d'arriver. Et donc, à chaque action, il y a une réaction. Ce qui fait que d'un point de vue utilisateur, je sais que mon action a été prise en compte. Et c'est évidemment ce que j'attends d'un produit. Le deuxième petit détail, c'est quand vous tapez sur les chiffres, vous voyez les petits points, les 4 petits points qui se remplissent, non pas instantanément, ils ne passent pas d'un cercle à un disque, mais en fait, ils grossissent. On voit un point qui grossit et qui vient remplir le disque, ce qui permet de garder cette continuité du mouvement dont je vous parlais tout à l'heure. Et enfin, le troisième élément que je trouve vraiment super, même si vous mettez de côté les couleurs rouges et vertes, le simple fait que vous ayez
un petit tremblement horizontal ou un petit rebondissement vertical, bah ça exprime une positivité ou une négativité. Donc même si vous n'aviez pas les couleurs, le simple fait d'avoir cette anime, voilà, cette petite shake, pardon, et rebond, vous avez cette notion de négativité ou de positivité. Donc négativité, ça veut dire que votre code n'est pas bon, et positivité, votre code est bon, et vous pouvez rentrer dans et utiliser votre téléphone. Et cette capacité à nous projeter dans le monde numérique, c'est vraiment vital. En tout cas, c'est ce qui fait que, qu'on peut passer d'un produit basique à un produit qui est vraiment state of the art. Et tout l'intérêt, en tout cas en tant que product designer, c'est vraiment de créer ses propres règles physiques. Et c'est la clé de ce qu'on appelle aujourd'hui l'interaction design, quoi. Ici, on a un autre élément qui est super, mais qui permet de vous montrer que les animations vous permettent de voir l'état futur du système avec lequel vous êtes en train d'agir. Ici, quand je vais cliquer sur un élément, il va grossir, ce qui exprime évidemment que c'est cet élément que je suis en train de déplacer. Et quand je le déplace, les autres éléments se déplacent et se réordonnent pour montrer l'état futur du système. Et quand je le relâche, évidemment, il revient à son emplacement, ou en tout cas à l'emplacement que j'ai souhaité le positionner. Donc ça ressemble un petit peu à ce que vous appellerez ce qu'on appelle dans le jargon un peu des systèmes WYSIWYG, mais c'est vraiment grâce à ces animations-là qu'on comprend tout ça. Et le mouvement, il raconte forcément une histoire, hein. Si je vous montre ça, vous vous dites, mais c'est quoi ce truc? Je ne comprends pas, est-ce que c'est quoi ces éléments? C'est pas très intuitif. Est-ce qu'ils se décrivent vraiment? Pour moi, ça n'a pas de sens. Et pourtant, si on les anime, en fait, directement, vous comprenez ce que c'est. En fait, ce sont des petits loaders, notamment par leur effet répétition et animation infinie. On comprend automatiquement qu'on est sur des petits loaders qui expriment le chargement ou en tout cas une période d'attente. Le quatrième intérêt des animations dans votre produit, c'est ce que j'appelle la user education. Et c'est vraiment le but d'éduquer l'utilisateur et d'exposer clairement ce qu'on appelle l'affordance ou potentialité en français. C'est-à-dire juste au visuel, vraiment quand vous regardez l'élément, quand vous regardez le système, qu'est-ce qui va vous permettre de faire? Je vous prends un exemple, parce que je sais que l'affordance est bien connue dans le product design, mais peut-être moins dans la tech. L'affordance, quand vous regardez une porte, vous voyez une clenche, ou une poignée de porte, pardon, je ne sais pas si on dit clenche dans le coin, et ben vous voyez une poignée de porte, vous vous dites directement c'est une porte qui s'ouvre, d'accord? Et ça va vous donner le sens de la porte, ça va vous expliquer beaucoup de choses juste par le visuel de la porte. Et ben l'affordance, c'est exactement la même chose. Quand vous voyez un bouton, il y a une certaine affordance, c'est-à-dire que ça vous donne une envie de cliquer parce que vous vous dites que c'est quelque chose qui est actionnable. Alors pour bien montrer cet exemple, moi j'ai voulu vous reprendre l'animation qui pour moi m'a vraiment sauté aux yeux, en tout cas à l'époque, et je reviens encore sur cette introduction de l'iPhone, c'était ce fameux slide to unlock. Je ne sais pas si vous vous rappelez, sur les premiers iPhones, il y avait ça, les premiers mobiles. Il y a beaucoup moins ça maintenant, parce qu'en fait, l'usage des terminaux mobiles a complètement changé, et maintenant, c'est devenu clairement une tautologie naturelle, mais à l'époque, il fallait enseigner tout ça aux utilisateurs qui ne venaient pas de ce monde-là. Et donc, du coup, il y avait eu cette création de petites animations. Et moi, je la trouve vraiment super parce que vous avez ce côté slide to unlock avec ce petit glow qui est en train de slider. Et en fait, si vous n'aviez pas la flèche sur le bouton, juste par cette animation, vous comprenez qu'il faut en fait glisser le petit bouton de gauche vers la droite. Un autre élément qui existe encore, par exemple, ça c'est Google Photos. Quand j'ouvre Google Photos, vous voyez une subtile animation des photos en haut de droite vers la gauche. Et ça vient exprimer tout simplement la potentialité de la scrollabilité. Donc, c'est-à-dire que ça vient vous expliquer que cette zone-là, elle peut être scrollée de façon horizontale. Alors, un autre élément qui vient le montrer, c'est évidemment le fait que la photo est coupée. Mais si vous n'aviez pas la photo coupée, le simple fait d'avoir cette petite animation vraiment très subtile, elle vient vous exprimer ça d'un point de vue utilisateur sans avoir à mettre un tutoriel ou sans avoir à montrer quoi que ce soit d'un point de vue, de plus que ça, quoi. Et enfin, je vais vous parler de ce que j'appelle l'immersion, qui est quelque chose en final d'un peu plus récent, tout simplement parce que avec les progrès de la technologie et notamment de la modélisation 3D et la compréhension et de la compréhension des animations, en fait, elles permettent aujourd'hui de créer des expériences toujours plus immersives. Je vous donne un petit exemple. Ici, on est sur une application qui vous permet de créer votre propre skate. Donc, c'est vraiment un tunnel de configuration d'une planche de skate, mais qui est tellement immersif que vous avez l'impression que la planche que vous venez de concevoir, en fait, elle est sous vos doigts et que vous la voulez là dans votre salon ou là dans votre jardin pour pouvoir l'utiliser. Et vous n'attendez qu'une chose, c'est payer pour la recevoir dès que possible.
Donc vraiment, ça permet d'avoir un contexte beaucoup plus immersif et donc de rendre votre produit encore plus vivant. Un autre cas complètement réel, là vous allez sur Nike.com et vous pouvez utiliser, ou en tout cas voir ce côté immersif dans une expérience d'achat. Vous avez les chaussures qui tournent pour vous montrer facilement ce que vous êtes en train de modifier ou de styler, et vous pouvez à tout moment changer le point de vue, ce qui vous permet vraiment, encore une fois, d'être, en gros, à tenir la chaussure dans vos mains et vous avez encore plus envie de l'acheter, quoi. Voilà, donc j'ai essayé dans ce petit quickie de vous présenter les 5 vrais avantages et en tout cas les 5 bons en avant que peuvent faire votre produit grâce à ces 5 additions du mouvement. Ce sont évidemment l'emphase sur la hiérarchie de l'information, le fait d'apporter un peu de ce côté ludique et d'enchantement à votre produit, le côté, en tout cas retour à l'utilisateur, retour visuel à l'utilisateur et statut, l'éducation et de guider votre utilisateur dans votre produit. Et enfin, le côté immersif pour créer des expériences le plus immersif possible. Je vous remercie en tout cas et je vous souhaite un excellent DevFest. On a du temps pour les questions ? 2 minutes. S'il y a des questions. Bonjour. Bonjour. Moi, je suis plutôt designer. Merci. Je me pose la question, du coup, en fait, c'est hyper compliqué à maqueter ce type d'interaction. Est-ce que toi, de ton expérience et gens de confiance, tu peux nous raconter un peu comment ça se passe, la relation entre dev et designer sur ce type de sujet-là? Oui, c'est une excellente question. Alors ça se passe, c'est toujours en effet très délicat parce qu'aujourd'hui on a beaucoup d'outils qui permettent de fluidifier la communication entre le design et l'engineering de façon statique, mais beaucoup moins de façon dynamique. Donc moi, en tout cas, ce qu'on fait beaucoup chez Gens de Confiance, c'est vraiment d'utiliser des outils genre Figma, Keynote peut être aussi un bon prototyper, After Effects, et donc de générer des vidéos pour que le développeur puisse mieux comprendre les transitions qui sont attendues, quoi. Ça a aussi des désavantages, parce que quand on design sur After Effects, sur une machine qui est à 16 cœurs, 32 Go de RAM, voire 64 Go de RAM, c'est pas la même chose de tourner une animation là-dessus, de tourner une animation sur un mobile. De la même façon, souvent, mais là on l'a aussi en statique, on a des états qui ne sont pas considérés en fait quand on le design, mais en tout cas cet outil-là, ce vecteur-là est comme pour moi la meilleure façon de communiquer un petit peu comment rendre un écran statique dynamique, quoi. Je ne sais pas si ça répond un petit peu à ta question. Top. Dites-moi quand il n'y a plus le temps, hein. Je crois que c'est la pause café. Okay. Merci. Merci pour la présentation. Je suis designer aussi et je voulais juste rajouter à ce qui vient d'être dit que par expérience, en fait, ce qui est le plus efficace, c'est de se mettre en relation avec le développeur le plus tôt possible dans le projet, et qu'avec des outils comme Lottie, que Airbnb a bien démocratisé, on peut passer d'animation After Effects à un JSON qui est assez facilement intégrable ensuite. Et ça peut être fait rapidement, même en draft, dans les phases préliminaires du projet. Et plus tôt c'est fait, tout à fait, le mieux c'est compris par tout le monde. Je voulais pas trop rentrer dans les solutions techniques, mais tout à fait, Lottie est une solution technique, mais pour moi, elle ne répond pas à tout ce qu'on vient de voir là. Elle répond très bien à tout ce qui est expression de la marque, mais par exemple, quand on fait du feedback status, là, on a besoin de... C'est pas Lottie qui va venir corriger ça, ou en tout cas qui va venir apporter ça, parce que généralement, on va devoir animer des boutons, des éléments dans l'interface, et ça, forcément, les solutions techniques, elles dépendent de la plateforme, elles dépendent du contexte. Si vous êtes sur iOS, c'est SwiftUI, sur Android, c'est Compose, sur le web, c'est encore autre chose, et même dans une plateforme, il peut y avoir 5 ou 6 solutions. Donc c'est en effet l'élément que tu as dit au début, c'est d'aller en discuter directement avec les développeurs. Et pourquoi j'ai voulu faire cette présentation, c'est que souvent c'est mis de côté, c'est même pas considéré, alors que vraiment ça peut tout changer, et souvent en tant que développeur, et là je parle aussi en tant que tech, on n'est pas formé à ça. Donc c'est toujours intéressant d'en parler et de se former pour bien comprendre comment on peut faire ça. Parfait. En tout cas, je vous remercie. Si vous avez d'autres questions, de toute façon, n'hésitez pas, je serai là juste après. Excellent DevFest.